Et surtout, je n'accepte pas qu'on nous dise: «Non, mais il y a des sujets vraiment, c'est tellement compliqué, c'est tellement délicat qu'il vaut mieux pas les aborder parce que ça crispe encore plus la situation». Mais ça va pas ou quoi? Au contraire, il faut aborder ces sujets-là. Je me traîne, des ennemis de service, comme on dit, depuis des années et des années, qui ne se lassent jamais. La seule chose qui marche, c'est l'humour. OK. Mais ouais, Oui, ouais, parce ouais, que c'est finalement, c'est presque une blague, en fait. Vous avez été ministre du droit des femmes et ministre de l'éducation nationale. Et on n'avait pas réalisé ça, mais effectivement, il n'y a que des hommes à l'éducation nationale. j'ai eu la chance d'aimer l'école. Et cette chose-là, elle est pas si simple à passer ensuite aux enfants. Donc je ne sais pas comment on l'attrape. Vous avez écrit un livre avec une phrase magnifique, je crois, de votre grand-mère. De ma maman. De votre maman, ok. La vie a plus d'imagination Oui. que toi. Magnifique cette phrase. C'est à la fois une lucidité sur la difficulté de ce qu'on quitte et l'espoir d'obtenir mieux. Et en même temps, une tristesse et une nostalgie de laisser derrière soi tout ça. Parce que je m'auto-administre une expérience. Je commence par moi-même essayer de me priver pendant une semaine de Ok. tout téléphone et de toute connexion. Et en fait, c'est une souffrance. Je n'y arrive pas. Primant. Nous sommes les dindons de la farce. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Bienvenue sur le podcast de Tu fais quoi toi? C'est un média qui met en lumière celles et ceux qui s'engagent, qu'ils soient artistes, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient chefs d'entreprise, qu'ils soient citoyens. Et donc on est ravis et très fiers de vous avoir parmi nous pour parler de sujets aussi importants que l'éducation, que l'égalité des chances, que la multiculturalité. Donc bienvenue et merci à vous. Merci. Vous avez été ministre, vous êtes autrice, vous êtes président de France Terre d'Asile, donc un parcours très chargé. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous présente aujourd'hui? Comme Najat, tout simplement. C'est ce qui fait le point commun entre toutes ces fonctions et ces casquettes. Non, vous avez raison de dire que je suis quelqu'un d'engagé. Je pense que ce qui me correspondrait le mieux comme définition, c'est l'intranquillité, c'est le fait de ne pas me satisfaire du monde tel qu'il va et tel qu'il dysfonctionne surtout, et de toujours chercher à le penser, à le modifier, à l'améliorer, que ce soit d'ailleurs dans la vie politique, dans la vie associative, ou même dans ma vie d'essayiste, de professeur ou de ma vie professionnelle. Notre public est marocain et franco-marocain. Et donc, vous êtes né dans le Rif. Et qu'est-ce que... Alors, j'ai vu aussi que vous avez écrit un livre avec une phrase magnifique, je crois, de votre grand-mère. De ma maman. De votre maman, ok. La vie a plus d'imagination Oui. que toi. Magnifique cette phrase. Et justement, quels sont peut-être vos souvenirs ou ce qui a pu construire aujourd'hui ces racines marocaines que ensuite vous avez pu emmener en France derrière? Bah d'abord, je pense que quelle que soit l'enfance qu'on a eue, elle nous construit d'une certaine façon et parfois douloureusement d'ailleurs, hein, puisque finalement les adultes que nous sommes ne sont que le résultat de ces expériences vécues dans l'enfance. Même si on apprend, on essaye de changer les conditions autour de soi, etc. La vérité, c'est qu'il en reste toujours quelque chose. Et en l'occurrence, cette enfance-là, moi, qui est une enfance de l'exil, elle m'a vraiment marquée dans le sens où j'ai l'impression d'avoir eu accès, évidemment à l'époque je ne mettais pas des mots dessus, j'avais 4 ans, mais d'avoir eu accès finalement à ce qu'est le monde dans sa diversité, ses inégalités, assez jeune, de prendre conscience comme ça que il y avait des endroits où il faisait bon vivre et des endroits où c'était dur, c'était la galère au quotidien. Parce que la réalité, c'est que la région dans laquelle on vivait à ce moment-là, à la fin des années 70, je suis née en 1977, donc la région du Rif, c'était une région pauvre, de laquelle les gens cherchaient à partir plus qu'autre chose. On vivait dans un tout petit hameau, plus qu'un village, tellement c'était petit. Il n'y avait pas beaucoup de perspectives pour la jeunesse. Et pourtant, la population était quand même plutôt jeune. Donc, les filles n'avaient pas forcément, dans ces zones rurales, accès à l'éducation. Hein, et d'ailleurs, ce n'est pas toujours réglé. C'est toujours pas réglé complètement, ce problème-là. Donc,
voilà ce contexte et cette réalité-là, et donc des parents qui ont une obsession en tête, comme tant d'entre eux, offrir un avenir meilleur à leurs enfants et le faire ailleurs, et donc partir un beau jour. Donc mes souvenirs de cette époque-là, c'est à la fois une lucidité sur la difficulté de ce qu'on quitte et l'espoir d'obtenir mieux, et en même temps une tristesse et une nostalgie de laisser derrière soi tout ça, parce que malgré tout, c'est ses racines, son pays, on y est attaché, on y laisse ses grands-parents, on y laisse ses cousins, on y laisse tellement de gens, ses oncles et tantes. Et donc, ensuite, on arrive dans un autre pays qu'on découvre de A à Z, dans lequel, nous, enfants, on le ressent sans doute moins, mais les adultes, eux, sentent bien qu'ils ne sont pas forcément toujours les bienvenus. Donc, pendant longtemps, on rase les murs, en quelque sorte. Et tout ça va vous construire des choses qui restent par la suite, quoi que vous fassiez de votre vie. Une forme de complexe de l'imposteur, par exemple. Hein, vous connaissez ça par cœur, puisque c'est souvent au sujet des femmes qu'on l'utilise. Et c'est vrai qu'il y a une dimension genrée du complexe de l'imposteur, mais ça touche aussi les personnes comme ça qui ont grandi dans un univers où elles se sentaient pas vraiment à leur place, pas toujours bienvenues. Et en même temps, avec évidemment des choses lumineuses. Pour moi, cette enfance, du coup, qui redébute, entre guillemets, en France, c'est aussi celle de la rencontre de l'école, en fait, de l'éducation, de gens formidables dans cette école, de la connaissance. Voilà. Et j'estime, du coup, avoir eu énormément de chance, parce que pour des raisons qui ne sont pas toutes dues à moi seule, je tiens vraiment à le préciser, hein, moi, j'ai eu la chance d'aimer l'école. Et en fait, ça, c'est extraordinaire, parce que à partir du moment où finalement s'installe en vous le goût de la lecture, le goût d'apprendre, et que vous allez avec plaisir retrouver votre salle de classe, c'est vrai que vous développez un rapport très différent finalement à ce qui vous attend dans la vie. Et cette chose-là, elle n'est pas si simple à passer ensuite aux enfants. Donc, je ne sais pas comment on l'attrape. C'est comme... c'est le contraire d'une maladie, du coup, mais je ne sais pas comment on l'attrape. Mais en tout cas, une chance. Une chance, ouais. Voilà en quoi a consisté mon enfance. Du coup, une fois que nous sommes arrivés à Paris, dans le nord de la France, en Picardie. Oui, et justement, avec cette culture franco-marocaine, du coup, culture marocaine en France ensuite, avec tout ce parcours en politique, ça a été... est-ce que c'est une épreuve, peut-être le mot est un peu fort, mais comment on s'impose un peu dans ce paysage politique avec cette double culture ? Des hauts et des bas, évidemment. Enfin, je ne vais pas nier les bas non plus, hein, mais en même temps, des hauts extrêmement exaltants. Pour moi, ma vie politique, elle a commencé en réalité de façon un peu inattendue, dans le sens où j'étais quelqu'un d'assez réservé, en fait, hein, jeune étudiante. Je ne me voyais pas forcément me mettre au devant de la scène, prendre la parole, etc. Vraiment, j'étais quelqu'un d'assez timide. En plus, je parlais de ce fameux complexe de l'imposteur. Donc, ça n'est qu'un déclic très concret, qui est en l'occurrence le 21 avril 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen arrive au second tour d'une élection présidentielle, qui a provoqué chez moi quelque chose qui a dépassé cette espèce de réserve et qui s'est imposé à moi en me disant « mais c'est pas possible, tu te rends compte que tu as la chance de savoir de quoi on parle, en fait, la gravité de si le Front National arrivait au pouvoir, en quoi ça consisterait, qui ça viserait, qui ça ciblerait. Tu sais de quoi ça parle, puisque, en l'occurrence, tu es issu de ces populations-là qu'on cible. Tu as la chance de faire des études, et notamment des études de droit, donc de connaître les institutions, etc., de savoir ce que c'est la démocratie, l'importance de tout cela. Donc, tu ne peux pas rester simple observatrice. Donc, en fait, c'est à la fois un choc émotionnel et un raisonnement posé sur, en fait, tu n'as pas le droit... soi-disant parce que ce serait plus confortable d'être dans ta timidité, ta réserve et ton repli sur toi personnel, tu n'as pas le droit de t'extraire de ce débat public. Et donc, engage-toi. Et à ce moment-là, au lendemain du 21 avril 2002, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rejoindre un parti politique. Je vais chercher, de façon très
posée. Parce qu'en fait, je procède souvent comme ça. J'aime bien quand j'ai un problème à résoudre, vraiment, tout étaler sur une table et puis commencer par éliminer ce qui ne correspond pas vraiment au sujet pour garder finalement un cadre à peu près acceptable pour mon cerveau, pour m'y retrouver. Et donc là, en l'occurrence, c'est un peu comme si j'avais étalé tous les partis politiques existants en France, que j'avais éliminé ce qui n'était pas acceptable et que je m'étais finalement retrouvée avec mon cœur d'adhésion qui était plutôt la gauche, les valeurs de la gauche, et en leur sein, me dire quel est le parti politique qui œuvre le plus en vérité pour exercer le pouvoir. Parce qu'en fait, c'est bien beau de scander des discours ou d'aller dans la rue faire la révolution, mais à un moment donné, pour changer les choses, il faut exercer. Et donc, le Parti socialiste m'est apparu comme celui-là. C'est là que je l'ai rejoint, comme simple militante. Et puis ensuite, la vie a fait son effet. J'ai fini par me présenter moi-même à des élections. Au début, des élections ingagnables, naturellement, parce qu'à une jeune femme, on propose rarement... Oui, c'est ça, on propose rarement une circonscription immédiatement gagnable. Enfin, bon, on connaissait ça par cœur. Et puis ensuite... Alors, le fait d'être de double culture, pour répondre à votre question, dans ce cheminement politique, en fait, au début, je ne crois pas que, pour moi, intérieurement, ça faisait vraiment partie de mon personnage ou de mon paysage. C'est-à-dire qu'au contraire, je trouvais qu'à partir du moment où mon nom commençait à être connu sur un plan local, etc., je trouvais qu'on me ramenait si souvent à cela, le fait d'être de double culture, que je développais des anticorps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je disais, mais ok, c'est intéressant, je suis d'origine étrangère, etc. Mais en fait, là, moi, je me présente pour un électorat français, en tant que Française, ma vie est là, etc. Arrêtez de compliquer la donne ou de me réduire à... Oui, je ne suis pas que ça. Exactement, je ne suis pas que ça, etc. Et donc, du coup, je mettais plutôt ça de côté. Et c'est plus tard, avec une forme à la fois de plus grande assurance, de maturité politique, etc., que je me suis dit, mais en réalité, que je le veuille ou pas, de toute façon, les gens voient ça en moi. Il y a les gens à qui ça déplaît foncièrement, évidemment. Hein, je me traîne des ennemis de service, comme on dit, depuis des années et des années, qui ne se lassent jamais, même quand j'ai quitté les responsabilités politiques depuis quelques années, tout de même, en tout cas au niveau national. Mais il y a des gens, à contrario, à qui c'est pas que ça plaît, c'est que ils ont quelqu'un en qui se projeter. Et ça, c'est extrêmement sérieux, c'est extrêmement précieux. Et en fait, j'ai pas le droit de leur refuser ça. Donc, du coup, la maturité politique venant, je me suis dit, au fond, faut assumer ce qu'on est. Vous pouvez être un exemple en plus pour plein de gens de se dire... Oui, c'est-à-dire que, en fait, justement, le mot d'exemple me dérangeait dans le sens où, encore une fois, cette fameuse réserve, timidité, etc. Je me disais, mais... franchement, s'autoproclamer exemple, c'est quand même... vous voyez ce que je veux dire ? Inspiration. C'est possible. Voilà. En fait, inspiration, c'est plus intéressant à mon avis qu'exemple parce que je ne suis pas un exemple. Je veux dire, il y a des choses que j'ai mal faites. Enfin, je veux dire, je ne peux pas être considérée comme un exemple. Mais je pense que une inspiration, une pierre apportée à cet édifice dont on a tellement besoin d'un récit positif sur le fait d'être de culture mêlée. Voilà. Alors ça, je veux bien être perçue comme ça. Vraiment, parce que on n'en peut plus de ce monde dans lequel les discours sont absolument caricaturaux. Si vous êtes né à l'étranger, forcément vous faites allégeance au seul pays dans lequel vous êtes né, parce que c'est comme ça qu'on présente les choses me concernant, enfin en tout cas l'extrême droite, etc., etc. Non, en fait, vous pouvez venir de l'étranger, être installé en l'occurrence en France, aimer la France de tout votre cœur, vous donner à fond pour elle, etc. Et tout ça est conciliable et pour autant ne rien rejeter de votre racine, trouver ça très bien d'entendre parler l'arabe par exemple, trouver ça très bien d'entendre de la musique. Enfin voilà, c'est ce mélange des choses qui devrait être plus valorisé.
Et donc, si on revient à votre parcours, vous avez été ministre du droit des femmes et ministre de l'Éducation nationale, et notamment la première femme ministre de l'Éducation nationale. En fait, je n'avais pas réalisé ça, mais effectivement, il n'y a que des hommes à l'Éducation nationale, alors que c'est quand même une profession qui est quand même très féminisée. Est-ce que finalement, votre engagement, il a été est complètement révélateur de votre ascension? Vous avez dû combattre pas mal de clichés, j'imagine aussi sur votre rôle de femme aussi dans ce monde politique. Comment est-ce que vous avez réussi tout ça et quelles sont finalement les plus grandes difficultés auxquelles vous avez pu faire face? Je pense que moi, j'étais dans une situation un peu particulière parce que je cumulais 3 caractéristiques qui n'étaient pas communes en réalité dans le monde politique. À cet égard, mais on y reviendra peut-être, les choses semblent avoir un peu changé, évolué, même si pas tant que ça, mais on y reviendra. Mais en tout cas, à l'époque, le fait d'être à la fois jeune, femme, d'origine étrangère, ça faisait beaucoup de caractéristiques qui n'étaient pas vraiment habituelles, honnêtement, et qui faisaient que, au mieux, on vous regardait avec une forme de paternalisme, un petit peu, genre, oui, je vais t'apprendre la vie, ma petite, et au pire, avec une forme d'hostilité, oui, elle est là pour faire beau sur la photo, mais en fait, gna gna gna, quelle compétence, gna gna gna. Bon, bref, en fait, moi, ces choses-là et ces procès-là, dans la vie, ils m'ont plutôt servi. Et je le dis à ceux qui les ont utilisés contre moi, merci, vraiment merci, parce que ça m'a été extrêmement précieux. Parce que, en fait, quand vous êtes attaqué comme ça, à la fois sans raison, de façon totalement injuste et de façon répétitive, quoi que vous donniez à voir, eh bien, quelque part, il y a la fibre de l'ego qui se réveille, de l'orgueil plus exactement qui se réveille, qui dit mais je vais leur démontrer, moi, que je vaux bien mieux que ce qu'ils pensent, etc. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous mettez à travailler, en fait, 3 fois plus. En fait, c'est une super motivation. Un objectif. Non, mais c'est clair. De toute façon, dans la vie, en fait, le plus important de nos jours, pour ne pas rester justement velléitaire, à reporter toujours au lendemain l'effort, etc., c'est de trouver... C'est la maman qui parle, hein, parce que c'est de trouver la motivation. C'est la maman qui parle, parce qu'en fait, c'est des interrogations permanentes que j'ai. Comment on réveille la motivation chez son enfant pour faire les efforts, etc. Et là, eux, mes ennemis en question, ils m'ont offert une merveilleuse motivation pendant des années de début de vie politique. Et donc, du coup, oui, je me suis mise à travailler 3 fois plus. Et à la fin, pardon de le dire comme ça, mais j'étais plus armée aussi que bon nombre d'entre eux, en fait. Et du coup, c'est ça qui vous aide. Après, il n'y a pas seulement la question de la compétence et de l'expertise. En politique, il y a aussi la question de la carapace qu'on se crée. Parce que malgré tout, il y a une forme de dureté. Et c'est quand même un peu particulier, hein. Il n'y a pas d'autre monde, à ma connaissance, dans lequel tous les matins, surtout depuis le développement des réseaux sociaux, et puis d'une certaine presse, chaîne d'infos continue, qui ressemble grosso modo à ce que sont les réseaux sociaux, qui font donc la part belle quand même à la haine et à l'ultrapolarisation. Donc, il n'y a pas beaucoup d'autres univers professionnels où vous vous réveillez tous les matins avec des gens qui vous crachent dessus. Vous insultent, ouais. Oui, mais sans vous connaître, en réaction au fait que, je sais pas, vous avez déclaré qu'il faisait beau aujourd'hui, qui vous disent, mais va mourir, en fait. Gratuitement. Donc, gratuitement. Donc, si vous voulez, c'est quand même une espèce de violence un peu particulière pour laquelle il faut développer une carapace. Et moi, le problème, c'est que cette violence, j'en ai fait les frais, au-delà donc de tout ce que j'étais, hein, les 3 caractéristiques que je rappelais tout à l'heure, notamment parce que je suis venue occuper des fonctions qui, comme vous l'avez justement dit, étaient comme des chasses gardées, quoi. Le jour où je suis devenue ministre de l'Éducation nationale, avec les caractéristiques que je viens de rappeler, et notamment le fait d'être d'origine étrangère, de culture musulmane, etc., mais c'était un affront fait à un certain nombre de gens qui considéraient que, quoi, une femme d'origine étrangère, de culture musulmane, pour s'occuper de nos chères têtes blondes. Évidemment qu'elle va avoir un agenda idéologique bien à elle, qui va consister à les arabiser et à les islamiser. Enfin, bon. Donc, du coup, j'ai eu à gérer cette chose-là. On était dans les années 2014-15. C'était donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant. On s'est depuis totalement habitué à l'univers de la désinformation, des fake news, du complotisme. Mais à l'époque, ça commençait.
et j'en étais l'une des principales cibles. Vraiment, le nombre de rumeurs folles qu'il y a eu au sujet de mes intentions pour l'éducation fait halluciner quand on les remet bout à bout, hein. Je vous rappelle qu'il suffisait que je crée un programme d'éducation à l'égalité filles-garçons qui s'appelait les ABCD de l'égalité pour qu'on explique que, en fait, j'étais en train d'apprendre aux enfants qu'ils pouvaient changer de sexe quand ils le voulaient. Ah oui. Il suffisait que je revoie pour les rendre plus efficaces les programmes d'histoire au collège pour qu'on raconte que je remplaçais l'enseignement de l'histoire de la chrétienté par l'enseignement de l'histoire de l'islam. Il suffisait que je mène un programme très volontariste et ambitieux sur l'apprentissage des langues vivantes étrangères pour qu'on prétende que j'étais en train d'imposer à tous les élèves de CP de façon obligatoire d'apprendre l'arabe. Enfin, vous voyez, il y avait une espèce d'obsessionnalité autour de ces questions-là. Et donc, j'ai eu à gérer ça à G continu pendant des années. Et, mais c'est vrai que là encore, c'est pas seulement que ça développe une carapace et qu'au bout d'un moment, les choses vous touchent moins, c'est que ça développe une forme d'expertise aussi dans la gestion de ces bêtises-là. Parce que, en fait, au bout d'un moment, comme vous testez des choses, vous vous rendez compte de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Et moi, par rapport à ces rumeurs, à ces fake news et tout ça, j'avais remarqué que, en fait, répondre par la raison, malheureusement, ça ne servait à rien. Mais c'était hallucinant. Je disais, par exemple, mais vous prétendez que j'ai imposé, mettons, l'apprentissage de l'arabe obligatoire en classe de CP. Mais vous savez que... la moindre des réformes qui seraient menées par le ministère de l'Éducation nationale est écrite. Je veux dire, ça n'existe pas une réforme orale. Donc, elle est écrite. Donc, trouvez-moi un texte dans lequel ce serait écrit. Que ce soit dans, je sais pas, une loi, un décret au bulletin officiel. Et en fait, ça n'existe pas. Mais j'avais beau répondre par ces arguments de raison, la rumeur était plus forte. Et alors, donc, ce que j'avais fini par apprendre, c'est que la seule chose qui marche, c'est l'humour. Ok. Mais ouais. Parce que finalement, c'est presque une blague, en fait, qu'on est en train de faire. Donc, absolument. Répondre sur le même ton. Exactement. Et c'est drôle, je me suis fait la réflexion récemment que aux États-Unis, là, avec cette figure complètement folle de Donald Trump, je ne sais plus qui écrivait ça dans un journal, mais enfin... Il apparaissait qu'après avoir vraiment beaucoup galéré à trouver les arguments et à répondre, etc., les démocrates, en tout cas l'un d'entre eux, pardon parce que son nom m'échappe, un démocrate, avait enfin trouvé un petit peu le Graal qui consistait finalement à tourner en dérision Donald Trump en permanence. Utiliser lui aussi les réseaux sociaux notamment pour le faire, ou la presse, mais vraiment en le tournant en dérision, et que c'était la seule chose qui marchait. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est drôle, il a découvert en quelque sorte ce que j'avais moi-même découvert. Et pourquoi ça marche ? C'est parce que ça vous... En fait, ça installe l'auditeur ou le téléspectateur dans un... Ça lui fait faire un pas de côté, dans un univers autre. Dans cet univers autre, c'est un peu comme si ses yeux se dessillaient et qu'il voyait enfin quelque chose qu'il n'arrivait plus à voir, pris par la polarisation du débat politique et les biais cognitifs qui font que, de toute façon, il n'entend, il ne croit que ce à quoi il croit déjà. Hein, vous savez ce que c'est, tout ça. Donc, du coup, l'humour vous fait aller ailleurs. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut gérer toute cette folie qui nous entoure. Oui, parce que, du coup, comment on garde ces valeurs en politique, mais là, sur ce point-là, ça doit être difficile. Donc, on se fait une sorte de bouclier, mais comment on arrive à rester soi à l'intérieur ? Ça doit être une sacrée épreuve quand même. De toute façon, je pense que quand vous faites de la politique à ce niveau-là, il y a quelque chose de bouleversant intérieurement. Enfin, vous voyez, je veux dire, sauf à être un être froid et sans affect, ça existe d'ailleurs. C'est généralement ceux qui réussissent le mieux en politique. Oui, bien sûr. Il faut quand même engager les gens, donc il faut transmettre quelque chose, une envie. Il y a pas mal de simulations aussi. Non, je pense que quand on est à peu près normalement constitué, évidemment qu'il y a du vrai bouleversement intérieur. Émotionnel, parce que
en positif comme en négatif. Les choses, quand même, vous atteignent. Moi, j'ai vu beaucoup de malheurs aussi. Enfin, vous voyez, je ne parle pas que du débat politique et de sa violence et tout ça. Moi, quand j'étais ministre des droits des femmes, par exemple, le fait d'être en fonction, le fait de s'exprimer comme je le faisais, notamment sur la lutte contre les violences faites aux femmes, etc., faisait de moi le réceptacle d'un nombre de témoignages de femmes qui étaient incroyables. Je veux dire, je me souviens notamment d'une femme, par exemple, j'en avais pleuré, hein, vraiment, qui m'avait envoyé un journal intime tenu pendant 20 ans de témoignages de violences conjugales. Et j'en avais pleuré parce que cette femme, elle me l'a envoyé, elle avait plus de 70 ans. Donc, en fait, ça voulait dire une vie entière de ça. Et donc, en fait, quand vous êtes politique, c'est rarement dit, donc je le dis quand même. C'est pour ça que je parle de bouleversement émotionnel intérieur. Vous voyez quand même les malheurs du monde. Enfin, normalement. Encore une fois, si ça vous intéresse un peu, si vous n'êtes pas là que pour chercher les dorures, etc. Et puis, par ailleurs, vous voyez aussi les dangers, les menaces qui pèsent sur le monde qui nous entoure, etc. Et donc, vous avez quand même un peu le cœur vrillé par l'inquiétude. Pour vous en donner un exemple, moi, j'étais ministre de l'Éducation au moment des attentats contre Charlie Hebdo, contre l'Hypercacher, contre le Bataclan. Enfin, toutes ces années-là, j'étais ministre de l'Éducation. Donc, très concrètement, ça voulait dire, dans cette période-là, que très régulièrement, on m'appelait le matin, je sais pas, à 5 heures du matin, pour me dire on a reçu un appel de menace de bombe dans tel établissement scolaire, mais c'est le 15e qu'on reçoit. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferme l'école et on prévient tout le monde qu'il ne faut pas venir? Ou est-ce que si on ferme à chaque fois, finalement, ils auront gagné parce qu'en fait, ça bloque le système. En fait, il n'y a plus d'éducation possible si tous les jours, dans un département différent, on ferme une école. Donc, je devais prendre ce genre de décision. Vous imaginez la boule au ventre que vous avez quand vous prenez ce genre de décision. Et donc, voilà, elle est faite aussi de ça, la vie politique. C'est pour ça, d'ailleurs, que je trouve que pour l'hygiène personnelle, l'équilibre, c'est bien de ne pas faire tout le temps... je suis toujours étonnée de voir des gens qui exercent des responsabilités politiques comme ça, à ce niveau, pendant 10 ans, 15 ans. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment être équilibré en y restant si longtemps. Je pense que c'est très important de faire des allers-retours. Voilà, et du coup, j'ai oublié votre question, mais... peut-être qu'on peut parler de votre... vous êtes passé de la politique à l'associatif avec France Terre d'Asile. Vous parlez de l'immigration, et en fait, ça rejoint sans doute un petit peu votre histoire avec l'exil. Vous avez écrit un excellent livre que je conseille vraiment aux gens de lire, qui s'appelle « Réfugiés, ce qu'on ne nous dit pas ». Et en fait, là-dedans, alors, je pourrais en parler pendant des heures et on n'a malheureusement pas le temps, mais vous dites des choses très intéressantes. Déjà, vous remettez dans le cadre ce qu'est un réfugié, ce qu'est un migrant, ce qu'est un immigré. Vous remettez, en fait, vous reparlez du vocabulaire. Et après, je vous laisserai la parole, mais il y a quelque chose qui est très violent dans ce que vous dites. Vous parlez aussi du champ lexical qui a tourné autour des réfugiés en parlant des fluides et des liquides. Vous parlez du coup de submersion, même de chasse d'eau qui a été dit. Et en fait, se dit, mais pourquoi autant de haine ? Alors que justement c'est une fierté, ça devrait être une fierté de se dire on est un pays qui accueille, sachant qu'en plus ceux qui accueillent le plus finalement c'est pas les pays qui ont les plus hauts revenus, c'est au contraire des pays qui sont à plus faible revenu qui accueillent leurs voisins. Ouais, mais complètement, vous avez tout dit. En fait, moi c'est quand même, quand on y réfléchit, c'est étonnant avec quelle évidence de bon sens s'est imposé le cadre de référence dont vous venez de parler, l'histoire de l'analogie avec les fluides, la chasse d'eau, etc. Enfin, tout ça n'a rien d'évident et rien de bon sens en réalité. Si on remet les choses à leur bon endroit, on parle de quoi s'agissant des réfugiés? On parle de gens qui fuient des persécutions. C'est-à-dire des gens, en fait, très concrètement, qui sont chez eux, dans leur pays, qui auraient aspiré, évidemment, à y rester, et qui ont vu plusieurs de leurs proches déjà mourir, et chez qui on vient frapper un beau matin en leur disant « Tu devrais t'enfuir parce que c'est sûr, ils viennent te chercher à ton tour demain avec tes enfants. » Je veux dire, ce n'est pas des situations qui nous parlent.
Et donc ces gens-là, que ce soit les Syriens, que ce soit les Afghans, les Érythréens, quand ils prennent la route de l'exil, c'est vraiment pas par plaisir, hein, et quand j'entends dans le débat public français des fois des gens confortablement assis dans leur fauteuil qui vous disent oui, mais s'ils veulent demander l'asile, pourquoi ils le demandent pas depuis là où ils sont, comme ça ce serait plus simple. Ben non, en fait, parce que tu vois, par exemple, si tu vis en Afghanistan, ben, de toute façon, tu n'as même pas d'ambassade française en Afghanistan. À qui veux-tu le demander? Et puis, eh ben non, en fait, parce que si on te prévient que la police va venir t'arrêter pour te torturer dans les prisons de Bachar el-Assad, ben tu prends pas 3 mois pour aller faire une demande en bonne et due forme, tu comprends? Et c'est ça, en fait, moi, qui m'insupporte, c'est la mauvaise foi des gens, c'est le fait de n'être plus capable de se mettre à la place des autres. Et donc, évidemment, alors ces personnes-là, elles se retrouvent à fuir. Elles fuient, elles traversent les pays. Dans leur idéal à elles, en fait, elles préféreraient évidemment s'arrêter en Jordanie ou au Liban parce que, évidemment, ça leur permettrait de rester proches de leur pays, d'y revenir parfois, voir ce qu'elles ont laissé là ou pleurer leur mort, etc. Mais en fait, elles ont tout simplement pas le choix parfois. Elles se savent poursuivies, donc elles continuent leur chemin. L'Europe, ces dernières décennies, malheureusement, a de plus en plus fermé, disons, les voies d'entrée qui permettaient d'accéder à son territoire. Résultat des courses, ne restent que des voies d'entrée extrêmement dangereuses, comme celle qui consiste à passer par le désert libyen, avec tout ce qu'on sait de la Libye d'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous y serez à 80% de risque, malheureusement, torturé, jeté en prison, etc. Et puis ensuite, par la mer Méditerranée, même chose avec ce grand cercueil qui est devenu la mer Méditerranée. Donc tous ces risques qui sont pris par ces gens qui fuyaient à la base des persécutions, c'est le résultat du fait qu'on a fermé d'autres voies de passage qui auraient été plus simples pour compliquer ainsi la vie. Et on se retrouve en effet avec des gens qui arrivent, quand ils arrivent, comme vous le disiez, 80% des réfugiés, en fait, ils restent au sud. Mais bon, ceux d'entre eux qui viennent jusqu'en Europe, quand ils arrivent, ils sont dans un état de multitraumatisme absolument considérable quand ils sont vivants. Ils sont vraiment... Et en fait, la question, c'est, mais comment peut-on, en plus, ainsi mal les accueillir? Il y en a qu'on laisse à la rue, à dormir sous des ponts. Il y en a confèrent les propos d'Éric Zemmour régulièrement à la télévision, qu'on va dépeindre en délinquants, violeurs, etc., sans avoir jamais vu leur visage, sans les connaître, sans savoir de quoi on parle. Et en fait, à un moment, on se dit, peut-être que la raison finira par revenir quand le grand public, l'opinion, verra ce que ces personnes-là fuyaient véritablement. C'est ce que j'ai pensé au moment où on a ouvert les prisons de Bachar el-Assad, quand il est tombé, là, récemment, et qu'on s'est rendu compte que vraiment, c'est horrible, quoi. Enfin, c'est des charniers, des corps entassés. Enfin, encore une fois, ça devrait nous rappeler une histoire qu'on a vécue il y a quelques décennies, ici, et des charniers, des salles de torture inouïes, etc. Tout ça, donc, quand Bachar el-Assad est tombé, a été filmé par des caméras. On a vu ça à la télévision. Moi, je me suis dit, quelque part, ça va faire œuvre utile parce que les gens vont se dire « Ah, mais dis donc, c'est ça que les Syriens fuyaient. C'était ça ». Quand je pense qu'on les a accueillis en disant que c'était tous des terroristes et des délinquants, non, en fait, ils fuyaient ça. Et la réalité, c'est que le débat public est ainsi fait, que ces images-là ont été oubliées dès le lendemain, que ça n'a rien changé dans les propos politiques des uns et des autres. C'est une facilité à oublier. Et bien sûr. Et donc c'est ça, moi, ce que je n'accepte pas, c'est pour ça que je parlais d'intranquillité tout à l'heure. Et surtout, je n'accepte pas qu'on nous dise non, mais il y a des sujets vraiment, c'est tellement compliqué, c'est tellement délicat qu'il vaut mieux pas les aborder parce que ça crispe encore plus la situation. Mais ça va pas ou quoi? Au contraire, il faut aborder ces sujets-là. Il faut les aborder, il faut installer le contre-récit parce que sinon, le cadre de référence est univoque. Et là, le cadre de référence, pour l'essentiel, est quand même fait d'hostilité. Voilà. Donc, merci d'avoir cité ce livre parce que ça me tient à cœur. Et la raison pour laquelle le titre c'est « Réfugiés, ce qu'on ne nous dit pas », c'est qu'en fait, quand on prend le temps de lire les chiffres, de comprendre de quoi on parle, de comprendre qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas dépassé par les événements,
Les gens peuvent pas rentrer comme ils veulent sur notre territoire et n'avoir plus aucun compte à rendre. C'est pas vrai. En fait, la procédure qui consiste à demander l'asile et à devenir un jour réfugié, elle est extrêmement stricte, longue, pénible à bien des égards, contrôlée, etc. Donc, si les gens savent tout ça, peut-être qu'ils changeront ce cadre de référence. Merci beaucoup. Alors, comme je sais qu'on arrive un petit peu sur la fin, je voulais juste faire un petit lien rapide avec le Maroc, quand j'ai vu votre engagement au niveau de l'UM6P. Est-ce que justement on peut pas prévoir, mais en tout cas, je sais que vous œuvrez aussi pour l'égalité des chances au Maroc. J'ai trouvé très inspirant d'ailleurs ce podcast où vous interviewez des gens assez dans des, comment dire, des Qui sont qui ont partis de changé rien des et qui ont choses. créé des choses incroyables. Ouais. Et puis qui sont ancrés. En plus, j'aime bien le nom, enfin, vision et héritage. On voit que on a les deux versions. On regarde derrière et on regarde devant. Donc, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on peut, alors, si je peux dire, souhaiter au Maroc dans l'égalité des chances, dans justement tout ce dont vous avez œuvré aujourd'hui en France, et on voit que vous faites le lien avec le Maroc. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Moi, d'abord, je trouve que... Je regarde ça de l'extérieur, hein, vous y vivez, mais je suis agréablement surprise vraiment par le chemin pris par le Maroc depuis plusieurs années, à la fois sur un plan économique, sur un plan sociétal, parce que franchement, quand on le compare à bien des pays environnants, on se rend compte que, je ne dis pas que c'est parfait, évidemment qu'il y a toujours des choses encore à corriger, mais on est confère, par exemple, la réforme de la Moudawana sur une volonté de marquer davantage l'égalité entre les femmes et les hommes, ou la reconnaissance de la parentalité des femmes à l'égard des enfants, sur les questions, par exemple, de développement durable, d'environnement. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de réflexions, ou de RSE dans les entreprises. Il y a beaucoup de réflexions intéressantes et d'actions intéressantes. Donc, je trouve que, et même sur la façon dont le pays regarde l'extérieur, l'étranger, depuis que le Maroc a rejoint à nouveau l'Union africaine, je trouve qu'il joue un rôle extrêmement important de leadership à l'égard du continent, et positif en plus. Donc, je suis agréablement surprise. Je note que pas mal de gens de ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire qui étaient des Marocains, mais pour une raison ou pour une autre installés à l'étranger, ont décidé ces dernières années de revenir, ce qui est quand même toujours un signal intéressant, parce qu'ils sentent l'ébullition sur place. Donc il faut que ça continue comme ça. J'espère que ça continuera comme ça. Quand je vois la Tunisie voisine, parce que, en fait, je regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Tunisie, je me dis, en fait, le principal risque et ce dont il faut absolument se prémunir au Maroc, c'est vraiment la question des libertés fondamentales, des libertés publiques. Il faut vraiment progresser sur ce sujet-là, ne laisser aucune prise à ce qu'à l'avenir, potentiellement, ce soit des pouvoirs dangereux qui soient en place et qui s'en prennent à ces libertés publiques, parce qu'en fait, c'est ça qui détruirait tous les efforts réalisés ces dernières années. Donc voilà, c'est le regard que je porte, et c'est un pays évidemment auquel je suis attachée, parce que c'est le pays de mes parents, parce que voilà, c'est très émotionnel tout ça. Merci en tout cas pour cet échange qui était vraiment très important pour nous, et je pense très émouvant, parce qu'on parle de multiculturalité, on parle de notre rapport avec notre enfance, notre avenir, le rôle de la femme, l'éducation. Voilà, c'est des thèmes qui nous parlent énormément. Vous avez un nouveau projet qui arrive avec un nouveau bouquin qui s'appelle Sevrage numérique. Oui. Sevrage numérique. Non, mais alors pour le coup, c'est vrai que ce livre, à mon avis, il parlera aussi bien au Maroc qu'en France. Enfin, de toute façon, il parlera partout. Oui. Je crois que tout le monde est penché sur son téléphone. Non, mais c'est clair. Mais parce que pour moi, on a un énorme sujet, vraiment. Il ne faut pas le sous-estimer, parce que
Il embarque avec lui tellement de choses. On a parlé de la dégradation du débat public, comment ne pas voir le lien quand même entre le temps qu'on passe sur les écrans, de quoi sont faits les réseaux sociaux et leurs algorithmes, et l'ultrapolarisation du débat public et la folie des fake news, etc. Mais il embarque aussi d'autres choses avec lui, les capacités cognitives qui sont les nôtres, nos capacités d'attention quand on passe tant de temps sur les écrans. Vous voyez, la quatrième de couve de mon livre, elle rappelle que nous passons en moyenne 56 heures par semaine devant un écran, 122 jours dans l'année, 27 ans de nos vies. Et contrairement à ce que souvent le débat public dit, c'est pas un sujet de jeunes, de mineurs et d'enfants. Hein. C'est un sujet de nous tous, adultes compris évidemment, à la fois parce que de toute façon nous sommes l'exemple de nos enfants, donc inutile d'espérer dire aux enfants stop ton écran si vous-même vous l'avez à la main, mais aussi parce que tout simplement ça nous pourrit, nous, à titre personnel, de passer autant de temps. Et donc, la question que je me pose dans ce livre, et ça commence de façon assez amusante, puisque finalement, je m'auto-administre une expérience. Je commence par moi-même essayer de me priver pendant une semaine de tout téléphone et de toute connexion. Et en fait, c'est une souffrance. Je n'y arrive pas. Au bout de quelques jours, je constate que je n'y arrive pas. Et c'est pour ça que je commence cette enquête. Le livre s'appelle « Sevrage numérique, enquête sur notre rapport aux écrans et comment nous en libérer », où je vais partir à la rencontre des plus grands experts du sujet sur un plan technique, mais aussi des pays qui ont tenté des choses, que ce soit la Chine, l'Australie, le Canada, enfin, un peu partout dans le monde, il y a eu des tentatives de législation, car mon propos dans ce livre, c'est de dire ça peut pas relever de la seule responsabilité individuelle. C'est pas vrai de nous dire gère-toi mieux, arrête de regarder et puis tes enfants contrôle-les, c'est ta responsabilité. Non, ça marche pas parce que en face de nous, nous avons des plateformes, les GAFAM, qui se comportent comme une mafia en fait, qui vraiment, c'est ce qu'on appelle la captologie, font tous leurs bénéfices, tout leur argent sur le fait de nous retenir en ligne le plus longtemps possible. Et pour ce faire, utilisent tout un tas de techniques savamment orchestrées et qui se font évidemment à notre détriment. Nous sommes les dindons de la farce. Et on ne s'en sortira pas si les législateurs, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, ne prennent pas de véritables régulations pour obliger les plateformes à ne plus recourir à un certain nombre de pratiques que je décris dans le livre. C'est tout à fait faisable, c'est vraiment une question de volontarisme politique. Mais honnêtement, sur un sujet de cette gravité-là, compte tenu de ce que ça occasionne chez nous, et je rappelle qu'il y a plusieurs familles françaises en l'occurrence, mais il doit y en avoir dans d'autres pays, il y en a notamment aux États-Unis, qui intentent en ce moment même un procès, notamment à TikTok, parce que leurs jeunes adolescentes se sont suicidées suite à ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, ce qu'elles ont reçu comme incitation à le faire. Donc, si on ne prend pas au sérieux politiquement ce sujet-là maintenant, je ne comprends pas quels autres sujets valent à ce point la peine. Il faut qu'on se réveille et on doit réguler, et j'espère que ce livre sera entendu. Merci beaucoup. En tout cas, ça donne envie de le lire. Merci beaucoup, Najat, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir, vraiment. On est ravis également. Pour ce podcast. Merci. Et on espère à très bientôt et de voir l'évolution de tout ce que vous allez mener et puis de débattre de ce livre du coup qu'on a hâte de lire. Merci. Bonne journée. Merci. Merci. Au revoir.